Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, 71e jour de course. Et c'est une journée où à l'avant de la course, c'est un petit peu la guerre. On va revenir un petit peu ce qui s'est passé. Il y a en plus des informations qui viennent de tomber, donc on y reviendra. Ça va peut-être avoir des grandes différences au niveau du classement. On parlera également de la bagarre derrière parce que il n'y a pas beaucoup de vent et ce qui fait que certains concurrents arrivent à remonter et certains concurrents autres sont arrêtés. Dans le cas, je pense notamment d'un petit Romain Attanasio qui est un petit peu arrêté aujourd'hui. Et puis, il y a eu pas mal de réparations, pas mal de petites choses quand même qui se sont passées sur les 24 dernières heures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment demain le Down Under, notamment aujourd'hui la présentation de la Red Bull de Bora, puis il y aura peut-être la présentation d'une autre équipe. Aujourd'hui, peut-être double ration de présentation, parce que je vais essayer d'enregistrer pas mal là dans l'après-midi. Et puis, si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures. Ça permet également de mettre en avant les vidéos sur la chaîne. On commence tout de suite avec ce qu'il se passe devant. C'est la guerre, notamment pour Jérémy Bayou. Ça commence à être la guerre également sévère pour Nicolas Lunven, notamment. En fait, vous voyez, hein, la situation, elle est simple. Ouais, il y a du vent très fort en ce moment. Le vent violet, je rappelle que c'est le vent moyen que je vous montre. C'est-à-dire que c'est pas le vent en rafale. Donc là, vous voyez déjà... Enfin si, là c'est le vent en rafale, pardon. Mais normalement, le vent moyen, il est comme ça. Vous voyez, c'est du vent rouge. Bon, ça c'est le vent moyen. C'est-à-dire que déjà, on a 36 nœuds. Hein. 36, 40 nœuds établis, on va dire, sur zone. Là, c'est les rafales. On est dans du violet, c'est-à-dire qu'on dépasse parfois 45-50 nœuds dans ces zones-là, et ça ne va pas s'arranger dans les heures à venir, parce que là, on pourrait presque dire, c'est que le début. Pour certains, c'est-à-dire que là, ça va être la situation dans 24 heures. Et là, dans 24 heures, déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire, et deuxièmement, tout le monde va prendre cher. Voilà, hein, dans ce groupe-là, tout le monde va prendre cher, et ça va commencer à se calmer un petit peu. On va essayer de voir ça. Allez, je dirais dans 48 heures où là, il y aura un passage autour des Açores qui sera plus simple. Mais là, pour les prochaines 48 heures, ça va être compliqué. Et puis, pour les autres, ouais, ça sera Golfe de Gascogne. Donc, 48 heures compliquées. Les 2 prochains jours vont être durs. Et ça va pas être évident. Mais ça permet aux bateaux d'être catapultés et d'avoir presque une route plus directe, en fait, que ce qu'ont eu les concurrents de devant. Je pense qu'ils vont pas être obligés de monter aussi haut du côté de la Bretagne. Donc ça va être bien. Pour les premiers, parce que ça va leur ralentir un petit peu la distance. Par contre, ouais, ça va être la guerre sur les bateaux et il va pas falloir faire d'erreur. Sur les 2 prochains jours, ça va être dur de dormir aussi. Et en plus, on est sur des bateaux qui sont en fin de course. Hein, donc forcément, c'est ce qui n'est pas évident à gérer pour ce groupe de tête. Bon, on commence tout de suite avec les problèmes. Alors, Jérémy Bayou, il a montré des images. C'est le bateau en ce moment le plus rapide, hein, Jérémy Bayou. Et vous voyez qu'il a pris 38 000 d'avance sur Sam Goodchild. Alors, du côté de Jérémy Bayou, on est à l'attaque en ce moment. Même si on essaye de cravacher et en même temps de pas trop en mettre, c'est toujours une vraie réflexion. Il est à 1200 km, un peu moins, 1200 000 plutôt en plus, donc on est à 1100 000 à peu près de l'arrivée Jérémy Bayou, mais c'est la guerre, c'est vraiment la guerre en termes de conditions de vent. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de Jérémy Bayou, vous voyez que vraiment la mer est pas simple parce qu'en plus il y a beaucoup de vagues, c'est-à-dire que vous voyez que on est à 6 mètres de mer là en ce moment. Et là encore, ça va pas s'arranger pour les mecs de derrière, parce qu'un Lunven, ils vont passer peut-être dans 7 mètres, 8 mètres de mer, avec une mer qui est très agitée, donc ça va être vraiment des conditions compliquées également
pour Justine Métro, et les autres vont essayer de contourner comme ça, mais ça va pas être évident non plus pour le groupe Boris Herrmann. Et est-ce que Boris Herrmann va essayer d'aller plein dans le centre, vu son bateau qui est quand même pas dans un bon état, c'est pas sûr, mais là vous voyez que la situation de mer, elle est loin d'être évidente pour le moment. Alors ils ont plutôt le courant avec eux, mais le vent est vraiment costaud. Donc ça va vraiment pas être simple. Et c'est vrai que Jérémy Bayou là, essaye de cravacher avec Charal pour aller choper la 4e place et essaye de faire vraiment l'effort maximal. Il a fait une vidéo, c'est vrai qu'il n'avait pas fait de vidéo depuis 2-3 jours, parce que je pense qu'il cravachait, et comme il disait, voilà, il y avait pas vraiment de solution pour éviter le vent fort. Donc là maintenant, il va falloir essayer de survivre. Et il y a déjà une première victime de ce vent fort, c'est Sam Goodchild, qui a explosé sa grand voile. Il l'a explosé, voilà. Ce qui était arrivé à Salbos, à Zabolch, Veres, n'aura jamais réussi à le prononcer correctement le nom du concurrent hongrois, qui avait explosé sa grand voile à l'aller, dans cette zone-là. Eh bien, lui, il a eu le même problème. Donc là, il est avec seulement les voiles d'avant pour avancer. Il a complètement baissé sa grand voile du côté de Goodchild et surtout il va perdre beaucoup de temps. Alors comment cette grande voile s'est cassée? En fait, le pilote automatique a fait un empannage, c'est-à-dire un changement de positionnement, c'est-à-dire que le bateau est passé d'un côté à l'autre d'un coup. Sans que ça prévienne, donc un empannage, on peut dire intempestif du côté de Sam Goodchild. Et bien entendu, la voile n'était plus dans le bon sens, donc ça a détruit la grand voile. Il n'y a pas l'air d'avoir de dommages structurels, ce qui était un petit peu arrivé à Louis Burton dans des conditions également d'empannage un petit peu intempestif. Et on verra comment ça se passe du côté de Sam Goodchild avec Vulnérable, mais c'est pas l'année des bateaux vulnérables. C'est vrai que Vulnérable avait des grandes ambitions avec 2 bateaux et voulait un petit peu révolutionner le monde de la voile en se disant peut-être que c'est ça l'avenir, c'est d'avoir plusieurs bateaux sous la même bannière. On peut pas dire que ça soit une réussite parce que là Sam Goodchild va être au ralenti et il va certainement être rattrapé par Paul Meillat et par Nicolas Lundven, ce qui va relancer la bagarre pour la 5e place. Moi, je verrais bien un petit Nicolas Lundven qui en ce moment est également dans des conditions compliquées. Il disait c'est beau, mais ça serait bien que ça se calme. Pourquoi je vous dis petit avantage Nicolas Lundven? Parce qu'il m'a l'air d'être bien en place avec son bateau en ce moment. Malgré tout, Paul Meillat va vite aussi. On voit les deux sont à 425 000 pour Paul Meillat, 405 000 pour Lundven, donc c'est assez serré entre les deux dans la stratégie. On voit qu'ils sont proches, il y a 30 000 d'écart, et Sam Goodchild qui a déjà perdu un petit peu de temps par rapport à Jérémy Bayou, parce que vous voyez que là il y a déjà il y a déjà une bonne quinzaine de milles de moins sur les 4 dernières heures, en sachant qu'il venait d'avoir le problème. Donc là ça va pas s'améliorer dans les heures à venir du côté de Sam Goodchild, qui va, je pense, plutôt regarder derrière que regarder devant. Après, Jérémy Bayou peut aussi avoir des problèmes désormais dans ces conditions de vent qui sont extrêmement forts. On retrouve ensuite donc Justine Métro, 338 000. Donc Justine Métro, elle n'est pas encore dans du vent extrêmement fort. Ça commence à augmenter, sauf que elle va y tomber dans quelques heures. Ça va être pareil pour Thomas Ruyant, c'est-à-dire qu'ils vont tomber dans ce vent fort dans les prochaines heures. Donc eux aussi ils vont devoir gérer la situation avec les rafales qui vont être assez costauds pour eux. Ça va être vraiment du 35 nœuds en rafale. Donc il va falloir gérer la situation pour Justine Métro avec son Teamwork Team Snef, ce qui pourrait permettre peut-être à Thomas Ruyant de gagner une position si Justine Métro était un peu trop sur le reculoir, en sachant que Justine, il ne faut pas non plus qu'elle reste trop sur le reculoir, parce que le groupe derrière, même s'il est à, on va dire, à 400 000, à peu près, le groupe Benjamin Dutreux, faut quand même pas trop ralentir, quoi. Faut garder une bonne petite vitesse, parce que ce groupe-là va peut-être réussir à éviter le vent le plus fort. Donc va pouvoir peut-être avoir des conditions de mer plus faciles, donc pouvoir cravacher. Ça va être l'objectif de ce groupe de 4, de cravacher très fort et d'éviter le vent le plus costaud.
pour tenter de remonter sur Thomas Ruyant et sur Justine Métro, en sachant que Justine Métro, là, a quasiment perdu 40 000, 42 000 par rapport à Thomas Ruyant. On voit il y a 1-2 d'écart en vitesse sur la VMC, donc par rapport au vent. Voilà, donc ça veut dire que Thomas Ruyant en ce moment cravache. Après, Thomas Ruyant, on en parlait hier, démoralisé, on va dire un petit peu Thomas Ruyant. Pas au top au niveau moral, parce qu'encore une fois, c'était pas l'objectif. Il va peut-être être affecté aussi par son camarade d'écurie, Sam Gouchak, c'est son camarade d'écurie, donc ça va être compliqué à gérer aussi mentalement pour lui, mais c'est vrai que c'est une déception. Je pense ce Vendée Globe, parce qu'il voulait se battre avec Richomme, il voulait se battre avec et qu'il n'a pas été loin de Johan Richomme à un moment de la course. Et qu'au final, voir comment Richomme a réussi à finir le Pacifique et comment lui s'est fait piéger dans le Pacifique par le vent faible, eh bien, c'est sûr que c'est très compliqué, je pense, à gérer mentalement en ce moment pour Thomas Ruyant. Et en plus, cette fin de course n'est absolument pas favorable, il le disait, le fait d'avoir perdu son J2, bah, c'est 15-20% de performance du bateau dans certaines conditions. Donc c'est vraiment une perte et il n'arrive pas à compenser cette perte. Ce qu'a réussi à faire un peu Sébastien Simon, c'est-à-dire à compenser le déficit de puissance en jouant avec les voiles notamment et avec l'équilibre du bateau. Lui, Thomas Ruyant, ne peut pas le faire et n'arrive pas à le faire. Donc ce qui fait qu'il y a un vrai déficit de performance, que là il pourrait peut-être aller un petit peu plus vite, et il est un peu bloqué en termes de rythme en ce moment, Thomas Ruyant. Derrière, le groupe Benjamin Dutreux a Boris Herrmann. Boris Herrmann qui ne tient pas la cadence. Voilà, désormais dépassé par Samantha Davis, Boris Herrmann qui se retrouve avec 1000 milles de retard sur Jérémy Bayou. Je pense que désormais, il ne reviendra pas sur le groupe Dutreux-Kremer. Samantha Davis, Kremer n'a pas fait une grande journée, 130 000, mais on voit qu'elle va à 62 000 sur les 4 dernières heures contre 53 pour Boris Herrmann. Et on voit que, voilà, à part Samantha Davis qui va un petit peu plus lentement, mais vous voyez pourquoi Samantha Davis va un peu plus lentement, parce qu'il y a eu un changement de cap assez important. C'est vrai que Clarisse Kremer, ça a été aussi un peu pareil. Il y a eu un changement de cap assez important. Et pareil, du côté de Dutreux, donc ça leur a fait perdre un peu de vitesse, le temps de faire cette grosse manœuvre. Il a fallu contourner la dorsale également pour ce groupe-là. Boris Herrmann, lui, a moins été embêté par la dorsale, mais il n'arrive pas à suivre en termes de vitesse, notamment par rapport à Dutreux et Kremer. Donc le top 10 s'éloigne pour Boris Herrmann avec ses problèmes sur son bateau. On retrouve Romain Attanasio. Pas simple pour Romain Attanasio parce que il essaye de choper les alizés d'Atlantique Nord, mais c'est pas aussi simple qu'on aurait pu le croire hier. Lui qui avait peut-être évité le gros du poteau noir par rapport à ses petits camarades derrière, s'est quand même retrouvé pas mal embêté. Vous voyez, la trace n'est pas hyper jolie en plus sur les 24 dernières heures, si on regarde. Voilà, hier, la trace est pas très très belle parce qu'il essaie de chercher le moindre petit mètre devant. Alors je pense qu'il va pouvoir aller un petit peu plus vite là, dans une dizaine d'heures, qu'il va pouvoir reprendre un peu de vitesse. Il faut qu'il fasse attention quand même. Parce que là, il est parti vraiment pas mal vers l'est. Et ça serait bien de repartir vers l'ouest pour récupérer du vent. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un peu enterré en ce moment en termes de vitesse. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal en ce moment du côté de Romain Attanasio. Donc qui se battait un petit peu avec les bateaux de pêcheurs, notamment les bateaux de pêcheurs qui parlent en portugais. Et donc qui ne comprenaient pas grand-chose, on va dire, à ses propos, et qui voulaient passer tranquillement. Donc c'est vrai qu'il était un petit peu tendu hier soir. Romain Attanasio. Derrière, on retrouve le petit groupe qui va donc plus vite, parce que Romain Attanasio, seulement 96 000. Vous voyez qu'il a quand même fait 45 000 sur les 4 dernières heures. Donc il y a vraiment des moments où il a été complètement arrêté, donc complètement sans vent, Romain Attanasio.
Derrière, alors on va moins vite en ce moment que la vitesse de Romain Attanasio sur les 4 dernières heures, mais sur la journée d'hier, on a quand même fait un peu plus de 1000, une cinquantaine, soixantaine de 1000 en plus pour Isabelle Iochke, pour Damien Seguin, pour Yannick Bestaven également, qui va quand même vite, Bestaven. Hein. On n'en parle pas parce que désormais il est hors course, hein, Bestaven, mais il va vite en termes de rythme. Donc voilà, donc c'est pas simple pour Attanasio, vous voyez, qui doit revoir les petits copains revenir un petit peu. Alors Isabelle Iochke, elle est encore à, à 300 000, hein, donc il y a encore un petit peu de marge, mais quand même, il va falloir faire attention pour Romain Attanasio. C'est pas encore joué, je pensais qu'à partir du moment où il s'était extirpé du poteau noir et qu'il avait passé l'équateur, ça allait être plus facile pour lui. Et ben non, c'est pas si évident que ça. Grosse bagarre en ce moment avec Benjamin Ferré qui a repris une vingtaine de milles d'avance sur Tanguy Le Turquet, mais on le sait, Tanguy Le Turquet n'a pas forcément des très bonnes voiles pour ces conditions de mer faible, parce que je rappelle que dans son choix de voile avant le départ de la course, hein, il fallait choisir 8 voiles, en sachant qu'il y avait des voiles obligatoires, mais il y avait des voiles que vous aviez qui étaient au choix du skipper. Et Tanguy Le Turquet a plutôt décidé d'avoir des voiles de mer du Sud. C'était voilà l'idée de départ, des voiles de tempête, alors que Benjamin Ferré a peut-être eu un choix de voile un peu plus équilibré. C'est ce que semblait dire Tanguy Le Turquet, donc c'est ce qui permet à Benjamin Ferré en ce moment d'avancer. Mais on voit que dans le final, ça sera peut-être compliqué avec les grosses dépressions. Et là, ça sera peut-être plus à l'avantage de Tanguy Le Turquet, qui est quand même deuxième des bateaux à dérive droite. On retrouve ensuite Giancarlo Pedote, qui est un petit peu au ralenti en ce moment, mais qui s'en sort quand même mieux qu'Alan Roura. Et puis la bagarre quand même entre Conrad Coleman, 2509 000, et 150 000 derrière Jean Le Cam, les deux qui étaient partis, on rappelle, en tout début de course, du côté du Cap-Vert, qui avait contourné le Cap-Vert par l'Est. Eh bien, désormais, Jean Le Cam et Conrad Coleman pourraient se retrouver également dans l'Atlantique Nord, parce qu'en ce moment, Jean Le Cam, vous voyez, va très vite. Il a réparé Jean Le Cam, 3 fois il est monté au mât. En plus, il a eu un problème de vis récalcitrante, donc il n'arrivait pas à enlever une vis, il a dû la faire chauffer, parce qu'il a pété 3 forêts en essayant de péter la vis, donc de refaire un trou, on va dire. Ça n'a pas voulu marcher, donc il a dû la chauffer, parce qu'en la chauffant, le métal se dilate, donc ça peut permettre de dégager des vis. Parfois, hein, vous avez des garagistes qui font ça, notamment avec des décapeurs thermiques, mais ça à 25 mètres de hauteur, donc pas l'idéal du côté de Jean Le Cam, qui disait qu'en plus son baudrier était un petit peu serré, ce qui fait que ça a tendance à lui couper un petit peu la circulation sanguine, et je rappelle qu'il a quand même 65 ans, Jean Le Cam. Donc à 65 ans, monté 3 fois au mât d'affilée, sacrée performance du roi Jean, donc qui a réussi à réparer. En plus, bon, il avait dit, faut pas que j'oublie le scotch, et bim, bien entendu, il avait oublié le scotch. Donc la dernière remontée, c'était en fait dû à une erreur de sa part. Mais voilà, il était content en haut de son mât, même si c'est un endroit qui est un petit peu inhospitalier. Puis il a filmé toutes ses réparations et il a dit maintenant, vu comment j'ai réparé, ça devrait pas lâcher d'ici la fin de la course. Mais on suivra ça du côté de Jean Le Cam, donc qui a sécurisé son mât, parce que c'était ça le problème, hein. Le souci de Jean Le Cam, c'est qu'avec la casse au niveau de son J2, notamment du câble au niveau de l'étai de J2, c'est que le mât que la situation c'est qu'il puisse démater, donc il a réussi à sécuriser le mât. Forcément ça lui a pris un temps, mais désormais il a retrouvé de la vitesse parce qu'il est dans du vent qui est pas mal, et surtout si on compare à Alan Roura, il arrive à tenir de nouveau les vitesses d'Alan Roura, qui je rappelle un bateau à dérive droite. Donc c'est plutôt pas mal. Donc à la place de Conrad Coleman, j'aurais peur. Désormais, il a 300 000 de retard, en gros, sur Tanguy Le Turquet et Benjamin Ferré. Mais devant, il va falloir quand même cravacher, parce que le roi Jean est peut-être de retour, toujours dans cette bagarre, pour le leader des bateaux à dérive droite. Autre concurrent qui est monté au mât, c'est Guirec Soudé. C'était pas vraiment pour réparer, voilà, c'était plutôt pour s'entraîner à monter au mât, il a dit, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était une procédure qui ne l'avait pas forcément énormément faite, et il y prend goût à monter au mât, Guirec Soudé, qui a pratiqué pour la 7e fois une montée au mât. Là, il disait qu'il était dans des conditions qui étaient avec pas beaucoup de vent, il n'y avait pas grand chose à faire, il se dit allez, je vais monter au mât, Guirec Soudé.
165 000 de parcourus sur les 24 dernières heures, hein, donc ça fait pas forcément partie des bateaux les plus rapides. Sur les 4 dernières heures, 26 000 seulement de parcourus, donc il va voir Kojiro Shirashi peut-être revenir très vite, même si lui il devrait pouvoir relancer la machine dans les prochaines heures comme on peut le voir, mais le groupe de Kojiro devrait être un peu moins ralenti que Kirek Soudé, donc ça devrait leur permettre de gagner des milles par rapport aux concurrents de freelance.com. Pourquoi je parle de Kojiro Shirashi? Parce que Kojiro, vous voyez, il a été pas mauvais sur les 24 dernières heures, 331 000 quasiment de parcourus, c'est largement plus que Louis Duc. Alors certes, bateau qui n'est pas à la foil du côté de Louis Duc, qui fait quand même une belle journée, 316 000. Hein. Donc du côté des bateaux à dérive droite, ça avance vite. Je crois qu'il avance un peu plus vite que Benjamin Ferré, notamment. Il avance plus vite que Sébastien Marcet. Sébastien Marcet qui a eu une mauvaise nouvelle. Eh bien, il était en train de changer une voile d'avant. Donc, il avait mis son petit harnais. Il s'était accroché à sa ligne de vie. Ce qui permet d'être en toute sécurité, quand vous êtes à l'avant du bateau. Et ne pas se faire trop chahuter par les vagues. Et en fait, bon, il voulait un petit peu plus de mou avec son câble. Et quand il a tiré, eh bien, le câble s'est complètement détaché. Alors il a dit qu'il a eu de la chance et qu'il a failli basculer dans l'affaire et qu'il a réussi à se retenir correctement. Mais voilà, il a plus de ligne de vie, Sébastien Marcet, enfin plus cette ligne-là qui permet de manœuvrer en toute sécurité à l'avant du bateau. Donc c'est vrai que ça c'est un petit problème, mais Sébastien Marcet qui disait qu'il avait emmené pas mal de bandes dessinées dans son bateau et qu'il les dévore quand il y a des situations de vent pas exceptionnelles ou quand il n'y a pas grand-chose à faire sur le bateau. Eh bien, pour passer le temps, lui, il dévore des BD, d'autres écoutent des podcasts. Lui, ce sont des bandes dessinées où certains mangent des chocolats en guimauve, comme Antoine Cornic qui s'est rasé. Antoine Cornic, pour ceux qui veulent avoir des informations sur le concurrent français. Du côté de Violette d'Orange, ça va mieux. Après une journée hier qui a été forte et riche en émotions sur le bateau Devenir, et Violette qui rejoint, est sur les mêmes vitesses qu'Arnaud Boissière. Mais devant, ça va un petit peu plus vite pour Louis Duc et Kojiro. Louis Duc qui disait que bon, j'ai pas essayé de communiquer avec Kojiro parce que il maîtrise pas le japonais. Disait, je sais pas s'il maîtrise bien le français, Kojiro. Donc voilà, ils étaient très proches à la VHF. Il a dit, j'ai pas voulu le déranger parce que je sais pas si on serait compris correctement. Derrière Oliver Air, c'est pas une journée simple aujourd'hui. Hein. Vous voyez seulement 9 1000 parcourus sur les 4 dernières heures. Les 24 dernières heures n'ont pas été faciles pour Oliver Air, qui en plus a eu de la casse, on vous rappelle, hier sur son matériel. Oliver Air perd du grand Genaker, donc là il est dans des conditions de vent faibles, et en plus il n'a pas forcément les bonnes voiles, donc c'est pas l'idéal pour Oliver Air. Compliqué également pour Jinkun Shu, qui a certes dépassé Antoine Cornic avec la pénalité, mais on voit qu'Antoine Cornic aujourd'hui va vite et revient fort sur le chinois. Le concurrent chinois de Singshan Team Eiku, qui a toujours mal à l'épaule. Ça, on le dit depuis le départ de course, que la situation n'allait pas s'arranger pour Jinkun Shu. Et ça se dégrade parce qu'en fait, l'autre épaule, qui est désormais surutilisée depuis quelques semaines, commence également à montrer sérieusement des signes de fatigue du côté de Jinkun Shu. Donc, il met pas mal de patchs. Vous savez, de patch antidouleur. Il essaye aussi, il a des cachets antidouleur, mais c'est vrai que là c'est très compliqué et c'est dur mentalement, pour le concurrent chinois, parce qu'il a du mal à emmener son bateau à pleine capacité, il le sent. Et il sent surtout que les années passent, et il disait qu'il a beaucoup tapé sur son corps, notamment quand il faisait de la voile olympique il y a une dizaine d'années, et qui commence à le ressentir aujourd'hui, que le corps commence à avoir des faiblesses physiques du côté de Jinkun Shu, et que c'est pas évident pour lui en ce moment. Donc grosse difficulté physique, grosse souffrance du côté de Jinkun Shu. On poursuit avec l'arrière-garde, mais qui est toujours là, et notamment Manuel Cousin, qui va passer le Cap Horn demain. Manuel Cousin qui a eu une mauvaise journée. Pourquoi ? Ça sentait le cramer dans son bateau. À Manuel Cousin, en fait, il a perdu
un panneau solaire. Il en avait déjà perdu un. En fait, il disait que sur son bateau, les panneaux solaires donc sont branchés de manière électrique, sur tout le système électrique pour récupérer l'énergie, et qu'en fait, avec les mouvements du bateau, le bateau qui tape beaucoup dans les vagues, eh bien, les câbles ont tendance à bouger, et câble électrique versus carbone dit que ça chauffe, et ça se met en court-circuit, et que ça peut prendre feu, ça peut aller très vite, c'est ce qui s'était passé pour Fabrice Amédéo avec son précédent bateau, donc Manuel Cousin a vraiment tout débranché, on va dire, et il a enlevé du circuit électrique ce panneau solaire. Donc ensuite, il a refait tous ses petits branchements. Voilà, donc il a un panneau, et en fait, il a 2 panneaux solaires en moins. Donc forcément, ça veut dire moins de récupération d'énergie grâce au soleil. L'avantage, c'est qu'il va quitter le Cap Horn, donc quitter les zones un petit peu brumeuses pour retrouver un petit peu de soleil. Pouvoir peut-être remettre tranquillement les hydrogénérateurs. Eux, ils ne devraient pas avoir beaucoup de vent pour passer le Cap Horn. Ça devrait même être très très calme. Donc il pourra peut-être passer au plus proche du Cap Horn. Que ça soit Amédéo, peut-être même Dennis Van Winberg. Quand on regarde, il y aura un peu plus de vent pour Dennis Van Winberg. Ouais, quoique. Ça ne sera pas énorme non plus les conditions de vent pour les 3 derniers concurrents. Donc ils pourront vraiment bien profiter du Cap Horn et de la sortie du Cap Horn qui pourra être donc plus facile que pour certains qui avaient eu une grosse tempête. Je pense au groupe Violette d'Orange, le groupe même plutôt Kojiro Shirashi qui avait eu beaucoup de vent en sortie de Cap Horn. Là, ça devrait plutôt pas trop mal se passer pour eux dans ce début de remontée d'Atlantique Sud. Et donc Manuel Cousin qui va toujours plus vite malgré ce problème que Fabrice Amédéo, 30 000 de mieux, quasiment de parcouru, et Fabrice Amédéo qui va moins vite également que Dennis Van Winberg. Dennis Van Winberg qui est pas très loin des vitesses de Manuel Cousin, mais surtout qui a repris encore 20 000 de vitesse par rapport à Fabrice Amédéo, et il va même un peu plus vite sur la VMC, donc il reprend vraiment du temps, 6253 contre 6413, c'est-à-dire que désormais il y a 160 000 d'écart. Donc vraiment, Dennis Van Winberg se rapproche. Je rappelle que l'objectif du Belge est d'être le premier concurrent belge à finir un Vendée Globe, parce qu'il y avait eu un concurrent belge, Patrick de Radigues, qui avait fait 2 fois le Vendée en 96, 97, 2000, 2001, mais à chaque fois, il avait eu des problèmes techniques, et ce qui fait qu'il n'avait pas pu finir ce tour du monde sans escale, parce que je crois qu'en 96-97, il avait fini, mais en faisant une escale, et en 2000-2001, il avait abandonné assez tôt dans la course. Bon, eh bien, on a fait le tour de tous les concurrents, on regarde donc les statistiques. Sur les 24 dernières heures, eh bien, c'est, hop là, Jérémy Bayou, qui est allé le plus vite devant Paul Meillat, et Nicolas Lunven. Nicolas Lunven a fait 50 km de moins que Jérémy Bayou et 35 km de moins que Paul Meillat, mais il est quand même 3e dans ce classement. 4e Sam Goodchild, avec ses problèmes de grand voile, ça va désormais être plus compliqué pour le Britannique. Juste devant Thomas Ruyant. Justine Métro donc a fait 80 km de moins que Thomas Ruyant, donc dans cette bagarre pour la 8e place. Et puis on retrouve ensuite Alan Roura, Kojiro Shirashi, Louis Duc, premier bateau à dérive droite, juste devant Jean Le Cam. Il pourra dire quand même qu'aujourd'hui, il a fait 40 km de plus que Jean Le Cam, mais qui a quand même pas mal réparé. Donc Jean Le Cam va vite en ce moment, il a retrouvé des bonnes vitesses, et désormais Dennis Van Winberg est à moins de 14 000 km de l'arrivée, 13 950 km de l'arrivée pour Dennis Van Winberg, le dernier de la course. On va regarder ce qu'on appelle les ETA, donc les estimations de temps d'arrivée. Pour Sam Goodchild, ça va donc se dégrader. Donc normalement, avec Jérémy Bayou, c'était entre 6h et 14h le 23 janvier, donc ça va se dégrader pour Sam Goodchild. Paul Meillat à Thomas Ruyant le 24 janvier. Benjamin Dutroux à Samantha Davis entre le 26 et le 27 janvier. Boris Herrmann entre le 27 et le 28 janvier. Donc on considère bien que Boris Herrmann va aller moins vite que les concurrents de devant normalement. Romain Attanasio le 1er février, donc il a perdu une journée.
Damien Seguin à Giancarlo Pedoté entre le 2 et le 3 février, de Conrad Coleman à Alan Roura entre le 3 et le 4 février, entre le 5 et le 6 pour Guirec Soudé, entre le 6 et le 8 de Sébastien Marseille à Violette d'Orange, entre le 12 et le 14 pour Oliver R. Jinkunshu pour la fête des amoureux, peut-être pour Antoine Cornic, et puis pour Fabrice Amédéo à Denise Van Winberg entre le 23 et le 26 février. Donc on suivra tout ça attentivement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao!